Bonjour, merci d'être avec nous en ce vendredi matin. Le 7-9 se poursuit sur Médien TV. Au programme, encore une heure d'information. Tout de suite, le journal. Voici les titres. Les festivités pour la fête du trône se sont poursuivies hier avec la cérémonie d'allégeance place du Méchoir à Rabat et la prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles. Le discours royal de mardi a été salué par différents partis politiques et experts. À Gaza, un cessez-le-feu de 72 heures est entré en vigueur ce matin. C'est la première trêve acceptée par les deux parties. Elle intervient au 25e jour d'un conflit qui a coûté la vie à plus de 1400 Palestiniens, soit plus que lors de l'offensive plomb durci en 2009. La Sierra Leone et le Liberia adoptent des mesures strictes pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Écoles et marchés des zones frontalières fermées. L'OMS a approuvé un plan d'un montant de 100 millions de dollars. L'expansion du virus inquiète. Il a pour l'instant fait plus de 700 décès en Afrique de l'Ouest. Entre festivités et cérémonies officielles, on célébrait hier encore la fête du trône. Hier après-midi, le roi Mohamed VI a présidé la cérémonie d'allégeance. Ça s'est passé sur la place du Méchoir à Rabat. Le souverain était accompagné du prince héritier Moulay Hassan, des princes Moulay Rachid et Moulay Ismaël. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Assad, les walis et gouverneurs ont prêté allégeance au roi et les représentants des 16 régions du royaume ont réitéré leur attachement à la personne du souverain qui fête cette année les 15 ans de son intronisation. Et puis une autre cérémonie officielle dans la journée d'hier au Palais Royal de Rabat. Les officiers lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires et les officiers issus des rangs ont prêté serment. En sa qualité de chef suprême et de chef d'état-major général des forces armées royales, le roi a présidé la cérémonie et il a baptisé la promotion du nom du général Abdelaziz Benani. Par ailleurs, le Conseil de gouvernement s'est réuni hier sous la présidence d'Abdelillah Ben Kiran. Il a évoqué le discours du roi Mohamed VI mardi, toujours à l'occasion de la fête du trône, le qualifiant d'historique et saluant sa teneur. Ce discours royal a été accompagné d'une action concrète. Une étude a été commandée au Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'à Banque Al Maghreb pour mesurer la richesse globale du Maroc. Elle devrait être présentée au cabinet royal en mars prochain. Les précisions d'Amina Benralek. Évaluer la valeur globale du pays, une mission de haute importance. Le roi Mohamed VI a donné des directives au président du Conseil économique, social et environnemental Nizar Baraka et au wali de Banque El Maghreb Abdellatif Jouahri pour mener une étude. Elle doit permettre aux Marocains de comprendre les outils et les moyens de création de la richesse et des opportunités d'emploi. Le roi Mohamed VI place le capital immatériel en tête de liste des priorités. Pour le souverain, ce capital doit désormais devenir un critère pour l'élaboration des politiques publiques. Il est vrai que dans le capital immatériel a eu un rôle très important, parce que dans ce capital immatériel, nous trouvons la gouvernance, la qualité des institutions, la stabilité politique, la sécurité, tout ce qui a trait également aux ressources humaines, aux ressources sociales, le patrimoine historique, le patrimoine culturel, la capacité d'innovation, de recherche, de développement, de créativité et bien sûr la qualité de vie, l'environnement. Tous ces aspects rentrent dans le cadre du capital immatériel et ont un lien direct également avec la production et avec, je dirais, le capital financier de notre pays. Et pour plus de précision, le roi Mohamed VI a recommandé la coordination entre les institutions nationales pour mener à bien cette étude, mais aussi une coopération avec des organismes internationaux. Le souverain espère donc par cette étude trouver les moyens de combattre les disparités sociales. Il a critiqué la répartition des richesses entre Marocains. Le volet social a donc été au cœur de son discours, un domaine dans lequel de nombreux projets ont vu le jour ces 15 dernières années. Retour sur les principaux chantiers. 15 années sous le signe des réformes sociales, le Maroc a vu naître plusieurs chantiers de taille, comme l'Initiative nationale pour le développement humain,
Le roi Mohamed VI a lancé l'INDH en 2005 pour lutter contre la précarité et l'exclusion sociale en milieu rural et urbain. Et pendant toutes ces années, l'INDH a créé des projets générateurs d'emplois et de revenus stables pour les plus démunis. Elle a aussi chapeauté des activités culturelles et sportives. L'INDH s'est fixé des objectifs comme l'insertion sociale des jeunes et la défense de la parité homme-femme. Cette parité est une question prioritaire pour le roi Mohamed VI. Depuis son intronisation, les femmes marocaines ont gagné en indépendance. La réforme de la Moudawana s'est faite en 2004, une réforme de fond qui a changé le visage de la société marocaine. Elle a élevé l'âge de mariage des filles de 15 à 18 ans. Elle a établi le droit du divorce par consentement mutuel et soumis la polygamie à l'autorisation préalable du juge. Et la liste des acquis est encore longue. Cette révision du Code de la famille a donné au Maroc une longueur d'avance sur les autres pays de la région, selon plusieurs ONG internationales. 2004 a aussi été l'année du départ d'un programme ambitieux, Ville sans bidonville. Objectif, lutter contre toute forme d'habitat insalubre avec un accompagnement social pour les familles qui vivent sous les toits de la misère. Sur les 85 villes recensées par le programme, 51 sont déclarées aujourd'hui sans bidonville. En 2012, le roi Mohamed VI lance le régime d'assistance médicale Ramed, un grand pas vers un système de santé plus équitable. Il cible 28% de la population, 4 millions de bénéficiaires en situation de pauvreté absolue et 4,5 millions en situation précaire. Un dernier mot de l'actualité au Maroc. La terre a tremblé hier en fin d'après-midi dans la province de Nador. Une secousse tellurique de magnitude 4,3 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée. L'épicentre de la secousse se trouvait dans la commune de Selouane. Par ailleurs, un autre séisme a eu lieu ce matin très tôt à Alger. Une secousse de 5,6 sur l'échelle de Richter qui a provoqué une vague de panique chez les habitants, mais aucun dégât n'a pour l'instant été signalé. Concernant à présent le conflit à Gaza, John Kerry, le secrétaire d'État américain, a arraché un cessez-le-feu de 72 heures. Il est entré en vigueur ce matin, mais n'a visiblement pas été respecté. On vient d'apprendre que 8 Palestiniens avaient été tués depuis. Le récit de Manal El-Ardari. Une première depuis le début du conflit à Gaza. Le Hamas et Israël acceptent un cessez-le-feu de 3 jours à partir de ce matin, 72 heures de répit après 24 jours de guerre meurtrière. Une guerre qui a fait environ 1450 morts et plus de 8300 blessés. Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé le cessez-le-feu conjointement avec le secrétaire général des Nations Unies. Le Hamas espère un respect de la trêve. En réponse à l'appel des Nations Unies, et vu la situation de notre peuple, les groupes de la résistance ont accepté une période de calme humanitaire mutuel de 72 heures, commençant vendredi à 8 heures heure locale. La trêve permettra aux deux parties d'engager des négociations. Des délégations palestiniennes et israéliennes sont attendues ce matin au Caire pour tenter d'établir un cessez-le-feu durable. Le Hamas exige une levée du blocus dans la bande de Gaza. La médiation de l'Égypte contribuera à aborder tous les litiges pour mettre fin à la souffrance d'un peuple dévasté par la guerre. Durant cette période de trêve, les civils de Gaza recevront l'aide humanitaire et auront l'occasion de poursuivre leurs activités vitales. Ils pourront enterrer leurs morts, s'occuper des blessés et se réapprovisionner en denrées alimentaires. Sur le terrain, 14 Palestiniens ont trouvé la mort durant la nuit d'hier au sud de la bande de Gaza, notamment dans le secteur de Khan Younes. Hier soir, 5 soldats israéliens ont été tués selon l'armée israélienne. Situation toujours tendue en Libye également. Les combats ont repris hier autour de l'aéroport de Tripoli, des affrontements entre milices rivales. Face à l'escalade des violences, les évacuations s'accélèrent. Les Philippines ont annoncé qu'elles affrèteraient des ferries pour évacuer leurs 13 000 ressortissants après l'enlèvement et le viol d'une infirmière cette semaine par un groupe armé. L'Espagne a de son côté évacué temporairement le personnel de son ambassade. L'Union européenne, la Grèce, la Suisse et la République tchèque ont aussi fermé leurs représentations et évacué leurs diplomates. Des Libyens ont pris part à une manifestation hier dans la capitale Tripoli appelant à une intervention internationale. Je vous en parlais en titre, le virus Ebola serait hors de contrôle en Afrique de l'Ouest. Les mots sont de l'ONG Médecins sans frontières. L'épidémie se propage à vitesse grand V au Libéria et en Sierra Leone. Un sommet régional se tient aujourd'hui à Conakry en présence de plusieurs chefs d'État. Manal El-Ardari.
L'épidémie d'Ebola continue sa virulente progression en Afrique de l'Ouest. Elle frappe la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, 3 pays voisins totalisant plus de 1300 cas, 729 d'entre eux sont mortels. L'Ebola est un virus, c'est un brin négatif de l'ARN qui est derrière son apparition. Il a des points en commun avec la grippe, mais il est très différent. Il entraîne un taux très élevé de mortalité chez les humains et les animaux. Ce taux oscille entre 60 et 90%. Au Libéria, où on compte 233 cas mortels, la fermeture de toutes les écoles a été décrétée mercredi. Quelques fonctionnaires du gouvernement ont été placés en congé pour 30 jours. Au Nigeria, la maladie a tué un homme de 40 ans. Une fois que les symptômes apparaissent chez les personnes atteintes du virus de l'Ebola, elles sont transportées à l'hôpital où nous avons des salles d'isolement et des équipes formées pour les prendre en charge. En cas de virémie, il devient indispensable de faire des analyses de sang. L'organisation de l'américaine Peace Corps compte retirer ses bénévoles du Libéria, de Sierra Leone et de la Guinée. Elle parle du retrait provisoire des 340 volontaires. Un sommet régional se tient aujourd'hui à Conakry en présence des chefs d'État des pays concernés. Pour sa part, l'OMS lance un plan d'aide de 100 millions de dollars pour contrer l'épidémie. L'Afrique à l'honneur à Washington lundi. Quasiment tous les leaders africains sont invités par Barack Obama pour participer à un sommet, une première dans l'histoire des États-Unis. L'Afrique, courtisée par la Chine, compte désormais pour Washington, pour des raisons économiques, mais aussi sécuritaires. Ces derniers mois, des groupes armés ont multiplié leurs attaques. Reportage. C'était le 14 avril dernier. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok dans le nord-est du Nigeria. Plus de 200 filles sont kidnappées, leur localisation demeure inconnue. C'est l'une des attaques les plus traumatisantes de Boko Haram qui revendique la création d'un État islamique dans le nord du Nigeria. L'insurrection a déjà fait plus de 10 000 morts en 5 ans et continue de s'intensifier. Malgré le lancement d'une vaste contre-offensive militaire, les autorités nigérianes peinent à rétablir la sécurité. Ce type de terrorisme est assez nouveau au Nigeria, en particulier dans le contexte mondial dans lequel il se trouve. Et aussi, ajouter à cela le fait que le pays est maintenant dans la 15e année de sa transition démocratique. Cela signifie que le contexte politique est assez complexe, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement une crise de sécurité, c'est aussi une crise politique, de gouvernance et une crise socio-économique également. Autre groupe qui préoccupe l'Afrique et la communauté internationale, les islamistes somaliens Shebab liés à Al-Qaïda. Chassés de Mogadiscio en 2011 par la force de l'Union africaine en Somalie, les Shebab contrôlent toujours de larges zones rurales. Le conflit a débordé au Kenya, pays voisin, où les Shebab sont à l'origine de la spectaculaire attaque du centre commercial le Westgate à Nairobi l'année dernière, et où ils ont revendiqué plusieurs attaques autour de l'île touristique de Lamu. Dans la zone du Sahel, entre le Niger et le Mali, la branche maghrébine d'Al-Qaïda, AQMI, reste active. Malgré les opérations militaires internationales menées par la France pour les chasser, la région reste instable. Tous ces mouvements islamistes en Afrique sont-ils liés? Les experts divergent sur la question. Ne mettons pas tout dans le même sac, ne mettons pas Boko Haram dans le même sac qu'AQMI. C'est pas la même logique insurrectionnelle, c'est pas la même genèse, c'est pas la même doctrine, c'est pas le même mode opératoire. Il y a parfois des parallèles. Certains groupes s'inscrivent dans des problématiques locales, pauvreté, chômage et rivalité politique, d'autres dans une logique djihadiste plus internationale. À l'heure où l'Afrique se présente de plus en plus comme un continent d'investissements internationaux, se pose la question d'une réponse adaptée à l'intensification de l'islamisme radical. Pour combattre le terrorisme, du 11 septembre à aujourd'hui, les États-Unis ont construit toute une série non seulement d'instruments, mais aussi de méthodes. Cela fait partie des choses dont nous pouvons bénéficier. De nombreuses opérations militaires ont porté leurs fruits pour repousser certains militants, mais elles prouvent aussi leurs limites. Les Shebab continuent d'attaquer violemment les institutions gouvernementales en Somalie. Au Mali, les villes du nord qui ont été libérées sont toujours secouées par des attaques de djihadistes et d'indépendantistes touaregs.
Pour combattre les mouvements djihadistes, notamment AQMI et Boko Haram, la France a décidé d'étendre son intervention militaire au Sahel. Le dispositif Barkhane sera déployé en août en partenariat avec 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et sera basé à N'Djamena. On termine ce journal à Taïwan où des fuites de gaz ont provoqué de graves explosions. On dénombre pour l'instant 25 morts et 270 blessés, un bilan qui pourrait s'alourdir. Une rue a été éventrée par les déflagrations. Un cratère profond s'est creusé sur la route et la puissance des explosions a propulsé des voitures en l'air. À certains endroits, le feu continue à sévir. Plusieurs entreprises pétrochimiques ont des conduites le long du réseau d'égouts dans la ville du drame, Kaohsiung. Voilà pour le journal. Je vous propose maintenant de voyager avec notre rubrique Bonjour 2. Direction le Sénégal ce matin où nous retrouvons Binta Diagne, notre correspondante à Dakar. Bonjour Binta. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors c'est l'actualité judiciaire qui domine chez vous avec l'ouverture hier du procès de Karim Wade. La justice enquête sur la fortune du fils de l'ancien président estimée à 178 millions d'euros. C'est véritablement le premier procès mené dans le cadre de la traque aux biens mal acquis. Oui, effectivement, et la première journée d'audience a été surtout mêlée de crispation du coup et d'excitation. La Cour a suspendu à plusieurs reprises la séance et dans le même temps, la salle était pleine de militants qui par moments scandaient « Libérez Karim ». Au final, cette première audience était surtout concentrée sur les formes, d'abord identifier donc les prévenus. Devant la Cour, Karim Wade, vêtu d'un cafetan blanc, s'est présenté d'un ton ironique comme étant, je cite, un banquier et un détenu politique. Puis 5 autres personnes accusées de complicité d'enrichissement illicite ont défilé à la barre. Il y a là dansé un responsable de société aéroportuaire et des hommes politiques soupçonnés, des hommes d'affaires soupçonnés d'avoir aidé Karim Wade à dissimuler sa fortune à travers des prête-noms. Binta, quel est l'enjeu de ce procès pour le Sénégal ? Alors, ce procès a un enjeu pour le pouvoir qui est en place depuis son élection en 2012. Macky Sall a fait de la traque des biens mal acquis sa priorité. Or, le procès de Karim Wade, ex-super ministre de l'énergie, des infrastructures et des transports aériens, est symboliquement le procès devant marquer ce souci de contrôler la gestion des deniers publics. De son côté, Karim Wade, lui, affirme depuis le début de ce procès être victime d'une chasse aux sorcières. Pour lui, son incarcération depuis 1 an et demi est une manière de briser ses ambitions politiques. Le fils de l'ancien président sénégalais affiche en effet sa volonté de se présenter à la prochaine présidentielle. Alors quittons la politique pour parler économie. Nous sommes en pleine saison des pluies, mais cette année les pluies ont du retard et l'inquiétude commence à se faire sentir. Oui, et puis les organisations paysannes sont très inquiètes sur ce retard parce que ça met en péril la campagne agricole. Jusque-là, les paysans n'ont pas pu semer le riz ni l'arachide et la saison est très difficile dans plusieurs endroits du pays. La famine s'est installée. Il y aurait, selon le gouvernement, près de 675 000 familles en situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Moi-même, je me suis rendue récemment dans le sud du pays où le programme alimentaire mondial distribuait des vivres de soudure pour permettre aux agriculteurs donc d'avoir des réserves pendant la saison des pluies. J'ai visité des greniers vides et une image m'a frappée, une famille qui avait conservé un bol de reste de riz. Elle le faisait sécher en vue de le repréparer de nouveau parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen de se nourrir. Merci Binta pour ces explications. À très bientôt sur Média TV. Tout de suite, je vous propose un tour d'horizon de vos journaux, la revue de presse, signée Taoufik Nasseri.